25% des personnes dans le monde atteignent 2 ans. Pour une raison quelconque, les médecins ne sont pas surpris lorsque des personnes âgées de 11 ans meurent de cirrhose du foie. Et dans notre cas, si un enfant mange une bounty, on ne sait même pas s'il va survivre ou non. Bonjour, je m'appelle Rada, voici Liubchik. Il a 6 mois et il a une déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne. La maladie de Lyubomir s'appelle déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne. C'est quand une personne a besoin d'énergie, il y a une décomposition des graisses à chaîne moyenne. Chez Lyubomir, cela ne fonctionne pas comme ça. Tout le glucose présent dans l'organisme est utilisé. Et lorsque le glucose est épuisé, le cœur s'arrête, il y a des problèmes respiratoires et chaque organe s'arrête à son tour. C'est pourquoi nous devons manger très souvent. J'ai eu une grossesse merveilleuse. Bon, comme l'a dit mon gynécologue, mais j'ai eu une grossesse tout simplement encyclopédique. J'ai passé tous les examens de dépistage pendant la grossesse et le bébé allait bien. L'accouchement s'est aussi très bien passé et rien ne laissait présager quoi que ce soit. J'ai accouché très vite. On l'a immédiatement mis au sein. Il a commencé à téter. Comment cela s'est-il passé? À la maternité, le 3e jour après la naissance, le bébé a mangé, s'est endormi et les médecins néonatologistes nous ont prévenus qu'après l'accouchement, il pouvait arriver que le bébé s'endorme et qu'il ne fallait pas le réveiller pendant 4 à 5 heures. Il s'est endormi et nous avons commencé à nous inquiéter vers la 3e heure car il souriait et ne se réveillait pas et nous n'arrivions pas à le réveiller. Déjà à la 5e heure, le médecin néonatologiste est arrivé en courant. Après que nous ayons essayé de réveiller le bébé pendant 1 heure, il a pris le bébé dans ses bras et la première chose qu'il a dite c'est « Pourquoi votre bébé n'a-t-il pas de bonnet ?» Non, dans la chambre à ce moment-là, il faisait je crois 27 ou 28 degrés. Il a examiné et ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené en réanimation. Ils ont dit que l'enfant oubliait de respirer. L'enfant était resté là toute la nuit. Le matin, nous avons appris que l'enfant avait eu un arrêt cardiaque. Les médecins nous ont appelés le matin, à 10 h du matin. Ils nous ont appelés de l'hôpital pour enfants. Ils ont contacté un cardiologue arythmologue devant utiliser un appareil spécial pour relancer le cœur. Ils ont dit qu'il n'y avait aucune chance de survie pour l'enfant. J'ai demandé « Mais que se passe-t-il avec notre enfant? Que lui est-il arrivé ?» Ils disent qu'il n'y a aucune chance. C'était justement le jour de la sortie et nous devions avoir une sortie festive. Nous n'avions rien dit du tout à nos proches. Je ne pouvais pas le dire parce que si j'en avais dit ne serait-ce qu'une partie, si j'avais commencé à parler, j'avais peur de ne pas pouvoir me retenir et de simplement perdre le contrôle. Je faisais une crise d'hystérie. L'idée d'en parler me bouleversait. Nous avions peur et ne savions pas quoi dire. Est-il né, n'est-il pas né? Et puis comment tout cela s'est-il passé? Et nous avons commencé à rassembler nos affaires et c'est alors que l'administratrice de cette clinique est entrée dans la chambre. Toute joyeuse, elle dit « Quand vous prendrez des photos, voici des ballons et tout ce qu'il faut pour la fête. » Et nous lui expliquons que nous n'aurons pas de ballons, que nous n'avons pas d'enfants, qu'il n'y a personne à photographier. Et là, elle dit, elle n'a pas pu se retenir, elle a commencé à pleurer, elle dit « Excusez-moi, je ne savais pas. Nous sommes restés 14 jours en réanimation. Il suffit de voir une seule fois à quoi ressemble un enfant sous respirateur artificiel. Je ne peux tout simplement plus effacer cette image de ma mémoire. » Dans le compte rendu de la maternité, il est indiqué que l'enfant a eu un arrêt cardiaque. Mais l'ambulance, qui a également rédigé sa propre documentation, écrit qu'on leur a remis un enfant qui avait eu 2 arrêts cardiaques. Dans le compte rendu de la maternité, il était simplement écrit hypoglycémie, manque de sucre, de glucose. Mais en soi, cela ne veut rien dire. C'est-à-dire que cela peut arriver. Il a eu une hypoxie, c'est-à-dire qu'une partie de son cerveau a été endommagée. Cela se voyait à l'imagerie par résonance magnétique et on ne savait pas ce que cela pouvait affecter. Nous avons reçu le dépistage néonatal effectué à la maternité le jour du transfert en réanimation. Il a été refait avec l'aide de la maternité en laboratoire. 2 semaines plus tard, notre diagnostic a été précisé. Notre généticien nous a expliqué que le diagnostic de déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne n'est pas une maladie mortelle en soi. Ma première question a été, est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres enfants comme ça, et comment ça se soigne en général? Nous ne savons pas s'il y a des personnes vivantes avec ce diagnostic en Ukraine. Pour qu'il y ait des statistiques sur une maladie, il faut qu'elle soit diagnostiquée.
Pour détecter une maladie génétique chez un nouveau-né, un dépistage est nécessaire. En Ukraine, il n'y a pas de telles statistiques, car il n'y a pas de dépistage néonatal pour cette maladie. Mon mari et moi sommes porteurs de cette maladie. Il n'existe aucun protocole, dans aucun pays, qui prévoit un dépistage pour 420 maladies. En réalité, il y a environ 3000 mutations. Et faire cela pour tout coûte très cher. Voici mon amie, elle a voulu faire ses dépistages, elle vit en Amérique, et en Amérique, le dépistage est tellement cher, il a dû vendre sa maison. Il est recommandé aux enfants de moins d'1 an de manger toutes les 2 à 2h30. Beaucoup de mamans se plaignent qu'il faut se lever la nuit pour nourrir le bébé, mais dans notre cas, c'est le papa qui nourrit. J'ai abandonné après le 1er mois. Je ne peux pas faire ça. Un quart des personnes dans le monde survivent 2 ans avec cette maladie. C'est à cause de ces jeûnes nocturnes, quand les parents pensent « il dort bien, pourquoi le réveiller ?» Jusqu'à 1 an, il y a ces restrictions, puis ensuite c'est en fonction de la satiété de l'enfant. Ne pas consommer de noix de coco. La noix de coco et l'huile de palmiste. Voilà, si l'enfant en mange. Par exemple, je ne sais pas, de la noix de coco, quelque chose à base de noix de coco, comme un Bounty. Cela peut compliquer la récupération de l'enfant, car il s'accumule dans les cellules de certains organes, le plus souvent dans le foie. À un moment donné, cet organe cesse simplement de fonctionner. Étrangement, les médecins ne s'étonnent pas quand des enfants de 11 ans meurent de cirrhose, et ils incriminent systématiquement le foie. Le principal problème, selon moi, sera d'expliquer à l'enfant que sa maladie est dangereuse. Par exemple, pour une maladie comme l'intolérance au lactose. L'enfant a mangé une glace en cachette de sa mère, puis il a eu des gaz. Et il comprend que s'il mange une glace, il se sentira mal. Et dans notre cas, l'enfant va manger un Bounty, par exemple. Ou bien l'enfant ne mangera pas. Il ne saura pas s'il se sentira mal ou non. S'il ne mange pas, il fera une crise. On ne sait pas s'il va survivre ou non, le MKAD lui-même, en quelque sorte. À l'avenir, cela peut entraîner pour l'enfant des conséquences telles que, peut-être, l'obésité. C'est à cause de la prise fréquente de nourriture. Et aussi parce que tu manges, mais tu n'as pas la force de bouger. Il y a aussi un risque que l'enfant développe un trouble du déficit de l'attention. C'est apparemment lié à ces crises précoces. Le système nerveux a vécu cela dès le début de la vie. Pour les enfants atteints de déficit en acétyl-CoA, déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, la chaleur est très difficile à supporter. Ils ne la supportent pas du tout. Ils fondent, littéralement, ils perdent l'appétit. Et pour nous, c'est potentiellement très dangereux. Ils passent leur temps sur le canapé. Comme le disent les mamans d'Amérique, il est dur de voir son enfant allongé, sans énergie sur le canapé, alors que les autres jouent dehors l'été. Certains parents se vantent même de cacher la nourriture. Ils cachent la nourriture ? Oui, c'est-à-dire pour que les enfants ne mangent pas quand ils s'ennuient simplement. Des sucreries, par exemple. Tu ne manges pas un pot juste parce que tu t'ennuies. Alors, très souvent, on coûte de la pâte de fruits, des aliments sucrés, des barres dans les vêtements des enfants. Comme ça, quand tu en as vraiment besoin, tu peux en prendre et en manger. Le cerveau a été gravement endommagé. À cause de ça, à cause de cet état, on a eu une microcéphalie. Et ça ne se soigne pas. Bon, c'est-à-dire que c'est une petite tête et sa croissance s'est arrêtée. Ainsi, la vue se détériore et le cerveau ne peut se développer, restant limité par le crâne. Des problèmes de développement. Nous avons choisi de ne pas abandonner et de faire de l'exercice physique. Mais il y a un problème. Avec notre maladie déficit en acétyl-CoA, déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne, l'enfant perd très vite de l'énergie et nous ne pouvons pas faire d'exercice tous les jours. Il se trouve que le lendemain, les muscles de l'enfant ne sont pas encore capables de supporter un effort physique. L'enfant a des difficultés à avaler, mais la diversification alimentaire doit commencer à 6 mois. Pour qu'il puisse accepter la nourriture, pour qu'il puisse la manger avec ses mains. Il ne porte pas encore ses mains à la bouche. Les médecins ne nous donnent pas de pronostic. Ce qui va se passer dépendra de l'intensité de notre travail et de la façon dont l'enfant acceptera les séances. Aucun traitement pour MKAD n'existe. Des études sont en cours aux États-Unis, mais réservées aux citoyens américains. On peut essayer de le faire avec l'aide des diplomates,
En fait, je parle avec des mamans et des papas d'Amérique et ils ne sont pas tous prêts à participer aux études. Et je pense que s'il manque un de participants, nous sommes prêts à participer aux recherches. Parce que c'est avoir une chance de vivre en sécurité. Ce serait merveilleux. En fait, beaucoup de gens m'ont conseillé de déménager pour la plupart des informations que nous avons reçues et qui en principe nous donnent de l'espoir. Nous avons reçu des informations de nos parents sur le MKAD. Être la maman d'un fils atteint du MKAD, c'est chercher chaque jour de nouvelles histoires d'autres enfants atteints du MKAD à travers le monde et être les seuls dans son pays.